Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue à Caribde pour les palabres autour des arts, Xème épisode, puisque ça fait quand même maintenant un certain temps que les palabres viennent régulièrement à Caribde et c'est toujours un plaisir. Notamment ce soir c'était un peu sur mesure pour nous, parce que à Caribde on est quand même assez connu pour notre penchant pour la science-fiction, et palabres et science-fiction, bah voilà, on a un peu supplié pour que ça se passe ici. Donc ça n'a pas été facile d'établir une liste parce que nous maintenant des titres, il n'y en a pas tant que ça. Et du coup, voilà, je suis vraiment super curieuse de savoir ce que vous en avez pensé et de pouvoir voilà, en parler. Et puis, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore la formule des palabres autour des arts, ils ont commencé une équipe de Café Choc à parler d'une sélection de livres autour du thème science-fiction et littérature graphique. Et deuxième partie, on reçoit Capitaine pour son Chant des possibles. Chant des possibles. C'est de la poésie, ça va être une interview. Et en troisième partie, le piment dans la bouche des palabreurs. On discute avec vous, ça part en n'importe quoi en général, mais c'est toujours hyper intéressant et assez passionnant. Donc on a toujours hâte. Voilà, à vous. Merci beaucoup Anaïs. Merci encore une fois à Caribde. Ça fait voilà, très fidèle aux palabres et les palabres très fidèles à Caribde. On est toujours heureux de venir ici. Merci à vous d'être là. Beaucoup de nouvelles têtes, beaucoup de têtes connues. On a choisi de faire dans la science-fiction et l'heroic fantasy, dans l'imaginaire d'une manière générale. Et c'est vrai que, comme a dit Anaïs, on a eu un peu de mal à trouver des titres. On en parlera en troisième partie. Peut-être que ça veut dire quelque chose sur les Afriques. Donc les littératures dont on parle, ce sont les littératures des Afriques, comme vous avez compris. Donc c'est un terme volontairement vague pour qu'on puisse y mettre un peu tout ce qu'on veut dedans. Même l'Inde, on met dans les Afriques. C'est fait exprès. Donc ce soir, il y a Célia, il y a Grace, il y a Virginie et il y a moi. Et les livres dont nous allons vous parler ce soir, il y a Sous d'autres soleils de Mike Resnick, Lauren Bucks, sud-africaine, Zoo City. Il y a même un deuxième ouvrage qui est de l'autre côté, qui est Boxyland. Il y a, oui, ça c'est Zoo City, il y a le Waberi aux États-Unis d'Afrique. Je tiens à signaler qu'aux États-Unis d'Afrique avait été Africa Paradis, qui était à peu près le même thème, avec monsieur Émile Abosolo qui avait été dans le film. À l'époque, je l'avais vu, je me rappelle. Ah oui, ça. Ah, oui. Oui, tu te rappelles. Ah oui. C'était Africa Paradis et c'était un peu sur le même thème. Je connais ces visages. Oui. Il y aura les chroniques de l'Empire Tout, qui était pour moi une étrangeté. C'est de l'heroic fantasy écrit par un Africain, un Congolais. Donc on vous en parlera. Ah oui, et il y a le René. Du sieur Disease ex la peste, auteur et rappeur. Il a chroniqué dans les palabres. Oui, ça revient pour la deuxième fois, on en a déjà parlé il y a 2 ans quasiment, quand on parlait d'urbanité. Donc on revient une nouvelle fois avec Disease la peste. Donc on va démarrer rapidement avec Célia. Célia qui va nous parler de Lauren Bucks, Zoo City. Alors, je vous montre la couverture, c'est très important parce que la couverture a reçu un prix de la meilleure couverture. Voilà, alors elle est très particulière, on voit un petit peu des plumes d'oiseaux, on voit des animaux et les lettres Zoo City. Alors Zoo City, c'est le quartier, je prends mes notes parce qu'il est très complexe ce roman. C'est le quartier de Hillsborough. Donc Hillsborough c'est à Johannesburg, mais c'est un quartier fictif dans une ville fictive. Et en fait, dans ce quartier, donc Hillsborough, il y a le Zoo City. Et le Zoo City, c'est un endroit où sont parqués des anciens criminels qui sont animalés. Donc on les appelle les animalés parce que en guise de peine, donc non seulement ils ont fait de la prison, mais en guise de peine, ils ont aussi reçu l'obligation de vivre, de porter un animal toute leur vie, à toute heure de leur existence. Alors les animaux choisis sont très particuliers. Il y a une mangouste, donc ce sont des animaux en général assez horribles, qui font peur, assez monstrueux. Il y a la mangouste, il y a le paresseux, donc ce singe qui a la face complètement écrasée, des animaux un peu inquiétants. Donc globalement le climat est très inquiétant, très inspiré des ghettos urbains,
qu'on trouve en Afrique du Sud. Parfois c'est même apocalyptique, il y a des références au tableau de Jérôme Bosch par exemple. C'est très très sombre comme climat. Alors ces animalés, il y a plein de légendes sur le fait qu'ils aient comme ça en héritage un petit peu cet animal à porter tous les jours. Donc il y a plusieurs légendes et parmi les légendes il y a le patient zéro, ce serait un Afghan qui s'est promené avec un pingouin au milieu des années 80, un petit peu partout dans le monde. Et en fait c'était un seigneur de guerre, mais tout le monde le connaissait parce qu'il se promenait partout avec un pingouin. Le pingouin avait un gilet pare-balles pour aller à la guerre et tout ce qu'il faisait, le faisait avec le pingouin. Donc on dit que l'épidémie ou le sortilège, on ne sait pas trop ce que c'est, date de la moitié des années 1980 et après ça s'est répandu dans le monde le phénomène. Donc c'est pas propre à l'Afrique du Sud. J'ai oublié de dire que Lauren Bucks est sud-africaine. Alors, ce qui va se passer avec ces animaux, c'est qu'il y a certaines personnes comme les Tsotsi, qui sont des criminels, des bandits en fait, des voyous, vont se servir de leurs animaux pour par exemple kidnapper des gens, provoquer des attaques. Il y en a certains qui ont quand même un guépard, un cougar comme animal, certains ont un oiseau, donc ça dépend des animaux, mais certains ont des animaux puissants. Et du coup, il y en a pour qui la criminalité va être renforcée, il y en a qui vont avoir un rapport assez fusionnel et presque anthropomorphique avec leur animal. Donc c'est le cas de la mangouste. La mangouste, en fait, parfois on a l'impression, toutes les phrases commencent par la mangouste. La mangouste me regarde étrangement. Vous voyez? Donc tout d'un coup, c'est plus le criminel qui est humain, c'est l'animal qui est humanisé. La frontière est très très floue. C'est assez inquiétant aussi, tout autant que le cadre apocalyptique. Alors l'histoire, pour vous raconter l'histoire, mais pas la fin. Donc l'histoire, c'est l'héroïne s'appelle Zinzi. J'allais dire Wednesday. December. Zinzi Wednesday. Non, Zinzi December. Donc en fait, elle a été accusée d'avoir été complice du meurtre de son frère. Elle s'est retrouvée en prison et c'est elle qui porte le paresseux. Donc sur ses épaules, dans un panier, toute la journée, elle a ce singe étrange à la face écrasée. Et en plus de cette charge d'animal, c'est là qu'intervient la magie. Et c'est pour ça qu'on n'est pas dans la science-fiction mais dans la fantasy, qui n'est pas le même registre. La magie intervient dans la mesure où cet animal va apporter un pouvoir, un talent particulier chez le porteur d'animal. Donc elle, son talent, c'est de retrouver des objets perdus. Elle approche les gens, j'approche Joss, et là je vois un nuage avec des fils. Elle perçoit les fils des gens, au bout de ces fils, il y a des objets qui ont été perdus sous le sol de la ville, qui ont été perdus dans un autre pays. Elle arrive à visualiser où sont localisés les objets. Elle refuse, donc c'est comme ça qu'elle vit. Elle propose aux gens de retrouver les objets qu'ils ont perdus. Elle refuse de retrouver des gens. Elle refuse de retrouver de la drogue. Elle est finalement engagée par un couple de producteurs pour retrouver une jeune chanteuse qui a été kidnappée, disparue, qui a fait une fugue, on ne sait pas où elle est. Et très métaphoriquement, j'interprète cette quête de cette jeune fille comme une quête de l'innocence perdue de la ville, puisque cette fille, en fait, tout le monde veut la retrouver pour la protéger de la ville. On se dit, si elle va un peu dans la ville, elle risque de se faire corrompre par les gens et de tomber dans le vice. Et elle n'est pas animalée. Donc elle a encore la vertu en elle. Et très allégoriquement, on pourrait dire que c'est une quête de la vertu, en fait, de quelque chose qui pourrait sauver l'esprit de la ville. Alors, pour vous donner simplement mon impression de fin, j'ai été... Avant que tu donnes ton impression, je voudrais que oui, Grace intervienne. Et ensuite, tu me diras ce que tu en penses. Non, mais j'aurais préféré qu'elle donne son impression d'abord, parce que pour qu'on puisse avoir une discussion assez intéressante. Bon, j'ai pas vécu le livre comme elle, disons que j'ai pas vécu le livre comme elle, mais c'est un livre que j'ai trouvé particulièrement intéressant d'un point de vue anthropologique, parce que c'est un bouquin, c'est un ouvrage où on ne va pas seulement trouver une histoire, elle va agrémenter son livre de passages qu'elle bien entendu inventés, mais de témoignages de personnes animalées. Elle va l'agrémenter d'articles de journaux, d'articles parus de critiques de cinéma, etc. Donc c'est un livre dans lequel on se projette totalement, on s'imagine totalement que ce qui arrive dans ce livre, c'est un vrai monde, c'est un vrai monde. Réel. On se projette vraiment dans ce monde, on se reconnaît dans les références, on se sent proche. C'est exactement comme lire des témoignages réels de gens qui vivent en prison, qui sont drogués, qui ont assassiné des gens. C'est tellement réaliste en fait que on entre dans le livre. On entre dans le livre assez rapidement, et je sais que Joss et moi avons un avis différent. C'est pour ça que je voulais ton avis. Je vais pas encore donner mon avis. Voilà. Donc, parce que moi, si je devais donner un avis sur ce livre, c'est que c'est le livre de toute la sélection que je ne voulais pas lire.
Je l'ai trouvé, je suis allée à la FNAC, j'ai regardé la couverture, je vois une couverture comme ça, bon, effectivement, elle a reçu un prix. Moi, personnellement, elle ne m'engageait pas du tout. Après, on ne juge pas un livre sur sa couverture, très bien. Je sors le livre du rayon, je tourne, je lis le résumé. Qu'est-ce que je lis comme résumé? Ah, des personnes qui ont la charge d'un animal, ils sont criminels, la vie, les machins, la vie, les trucs. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ces romans qui nous ont encore trouvés pour les palabres? Moi qui étais motivée pour acheter un bouquin pour une fois, qu'est-ce que c'est que ça? Je l'achète pas, ok? Je l'achète pas, machin. Heureusement, Joss, la semaine dernière... J'ai forcé la main. Heureusement, Joss, la semaine dernière, me donne le livre. Je l'ouvre, première page, sans exagérer, première page, je lis et je me rends compte, dans le train, je me rends compte que j'ai tourné les pages sans m'en rendre compte. Je suis entrée dans le livre, moi, avec tous les a priori négatifs que je pouvais avoir, je suis entrée dans le livre comme ça et pas que je ne pouvais pas m'en détacher, mais j'ai été impressionnée par la facilité et avec la facilité avec laquelle l'auteur nous a entraînés dans son monde, la facilité avec laquelle elle l'a rendu réaliste, la manière dont elle a amené les personnages des animalés, pour moi, elle s'inspire clairement de Pullman. Célia, où je sais qu'elle était un peu moins enthousiaste, on va dire. Ah oui, moi j'ai trouvé ça vraiment malsain. Voilà, ça a été très violent comme lecture. Je suis absolument pas rentrée dedans. Par contre, ce que je dois reconnaître, c'est que c'est un grand roman. Donc si je dois le recommander, je vous le recommande. C'est un grand roman. La traduction est magistrale, donc j'imagine le lire en anglais ce que ça doit être. Et c'est vrai, la qualité, en fait, l'insertion de cette fausse documentation qui est complètement fictive. On a des témoignages. Ça nous permet de savoir ce qui se passe en fait. On a même le chapitre 19, c'est quand même une fiche étymologique du machavé. Le machavé, c'est l'espèce d'esprit de l'animal qui rentre dans le criminel et qui lui donne un super pouvoir. Mais comme si ça existait. Et il y a un documentaire d'ailleurs sur le Seigneur de guerre. Oui, c'est très drôle ce passage. Il y a une fiche cinématographique, une fiche documentaire sur un documentaire sur le Seigneur de guerre afghan qui s'est promené avec son pingouin partout dans le monde. Et on a l'impression que, avec l'avis des lecteurs, avec le forum, et puis les lecteurs qui notent, qui évaluent le film. Oui, mais c'est un travail d'écriture. Et c'est vrai que j'étais surpris par le ressenti de Célia qui est assez simple, parce que moi, honnêtement, c'était un vrai coup de cœur. Ah, moi aussi, c'était un vrai coup de cœur. Mais même le côté des animalés, parce que les animalés, l'aspect déjà un peu, justement, fantasy, comme tu dis, c'est que l'animal leur apparaît le lendemain de leur crime. Ils ne choisissent pas l'animal. Si tu fais un crime, le lendemain, il apparaît devant ta porte. Et on ne peut rien y faire. On ne peut pas le tuer parce que quand vous tuez l'animal, vous avez... C'est même pas que vous mourrez. Ils appellent ça le contre-courant. C'est une espèce de trou noir qui vous absorbe. Donc tous les animalés ont une peur monstrueuse que leur animal meure. Donc ils font tout pour que l'animal ne meure pas. Et donc chacun d'entre eux a une espèce de talent, plus ou moins caché. Puis il y a des animaux, il y en a un, il a un papillon. Et en fait, le papillon lui permet de rentrer dans la peau d'autres personnes. Et lui, il est en prison. Donc en fait, tous les soirs, grâce à son papillon, il vit la vie d'autres personnes. Et pour lui, il est en prison, mais il est bien. Parce qu'en fait, tout le temps, il est dehors. Et en plus, là où c'est drôle, il explique qu'en prison, même si vous aviez été un caïd, le plus grand de tous les caïds, si vous avez le malheur d'être animalé mettant un rat, vous arrivez en prison, de toutes les façons, vous n'êtes rien. Parce qu'évidemment, il y en a qui sont animalés à des cougars, il y en a à des tigres, à des ours, donc il y a des animaux qui sont très forts. Et donc en fait, et en plus, il n'y a pas de logique sur l'animal. Ils n'arrivent pas à savoir pourquoi on hérite d'un babouin, pourquoi on hérite d'un tigre. Et c'est là que, excuse-moi de te couper, c'est là que je suis en désaccord aussi avec Célia, c'est que les animaux ne sont pas toujours inquiétants. L'animal est... L'animal arrive comme il est. Il y a des moineaux, il y a des chiens, il y a des oiseaux. Donc pour moi, c'est pas inquiétant. Je pense que tu l'as vécu un peu dans toute cette ambiance et je ne sais comment. Certes, l'ambiance est un peu... Elle n'est pas macabre. Disons qu'elle est assez sombre parce qu'on est dans les ghettos, on est dans les townships, on est dans tout ça. Donc l'ambiance est assez sombre. On est avec les junkies tout au long du roman. On est avec des junkies, des drogués, des je ne sais quoi. Mais c'est vrai que je peux comprendre Célia parce que ça va de plus en plus dans le glauque, surtout sur la fin. C'est quand même très glauque. Non, mais il y a glauque et glauque. Et en fait, bon, c'est vrai que cette lecture ne conviendrait pas, à mon avis, à des gens qui préfèrent le fantasy plus fantastique, plus, disons, avec des personnes, enfin que le monde magique soit moins glauque, parce que là, quand même, la magie est reliée à des crimes. Et puis, je ne suis pas très d'accord que ce soit de la fantaisie, parce que là, on est vraiment plutôt dans un univers, c'est un SI, c'est-à-dire que c'est une espèce de monde, on est dans le présent, on n'est pas dans le passé, c'est pas une reconstruction du passé ou du futur, c'est un présent qui est
imaginer différemment. Vous voyez, dans les Superman, il y a Superman Terre 6, Terre 607, Terre... Donc c'est des réalités alternatives. Et elle nous met dans une réalité alternative, ce qui est intéressant, où il n'y a pas d'apartheid. Les gens vivent, qu'ils soient blancs, qu'ils soient noirs, ils vivent tous ensemble. Donc elle a enlevé cet aspect apartheid et nous met simplement l'Afrique du Sud dans un moment où il y a une ségrégation par rapport aux animaliers. Parce qu'à partir du moment où on a fait quelque chose, quand on porte un animal, tout le monde voit que vous avez été criminel. Et donc pas évidemment, criminel, vous avez dit que vous avez un crime de sang. Donc évidemment, dans la rue, tout le monde vous voit. Donc il y a des questions d'insertion, de réinsertion. Comment on fait pour retrouver une vie quand on porte un animal où tout le monde sait. Et à l'inverse, elle parle d'un rappeur très célèbre qui a un animal, qui a un chacal, ou en tout cas une hyène. En tout cas, et en fait, on se rend compte que c'était un fake. Il n'a jamais été animalé, mais pour se donner des airs de dur, il a pris une hyène. Donc voilà, c'est un booba, quoi. Mais c'est de la science-fiction? C'est quoi finalement? C'est de la fiction. C'est de la fiction. C'est pas de la science-fiction. Le genre de la fantasy vraiment se définit par en fait, le fait qu'il y ait de la magie, mais il n'y a pas l'existence des moldus comme dans Harry Potter. C'est pas de l'héroïque fantasy. C'est normal en pas fait. De Il y a de la magie partout et c'est complètement normal. Mais je pense qu'il mélange plusieurs inspirations. Il y a aussi le thriller. Il y a un côté polar, il y a un côté roman noir. Il y a un gros noir, côté polar là-dedans. Et il y a autre chose. Alors, par rapport à ton introduction qui était très intéressante, ton introduction de la palade tout à l'heure, on lit une écrivaine sud-africaine et c'est vrai, comment peut-on ne pas se dire, est-ce qu'il y a une allusion à l'apartheid? À un moment, il y a des non-animalés qui sont en train de se dire, il y en a marre de croiser les animalés au bout de chaque rue, on voudrait maintenant qu'ils aient des laissez-passer pour circuler dans la ville. Donc c'est difficile avec la conscience qu'on a de l'histoire de l'Afrique du Sud. Mais moi j'ai trouvé ça justement intéressant on a parlé, on a fait une spéciale Afrique du Sud où on a chroniqué des Nick Mulongo, des gens qui, disons une écriture d'Afrique du Sud actuelle, contemporaine, qui ne repart pas systématiquement dans l'apartheid, qui n'en parle quasiment jamais. J'ai pas vécu le livre comme l'apartheid, j'ai juste vécu le livre comme l'exclusion de criminels en fait, de par leur animal, mais là, je pense pas que son but était qu'il y ait un parallèle. Ça fait partie de son propos en fait. C'est pas que ça, c'est pas le centre du livre, mais ça fait partie de son propos. On l'a reçu en mai dernier. Je crois, pour en parler justement de celui-ci et puis de Moxiland. Et dans les deux, en fait, elle trace une ligne entre ceux qui sont admis dans la société et ceux qui n'y sont pas. Et forcément, il y a une référence quelque part à l'apartheid. Et juste pour finir, moi, en tant que Congolais, j'étais particulièrement heureux parce que je pense qu'elle doit avoir des amis très proches congolais. Mais t'as pas lu la fin? Non, j'ai pas vu. La fin de la famille de Benoît. Oui, la famille de Benoît. Déjà, Benoît, c'est un Congolais. La fin, là où elle remercie, les remerciements. Elle remercie les gens. Voilà. Je dis pas les remerciements. Tu devrais. Des fois, c'est intéressant. En tout cas, quand son personnage de Benoît qui est congolais, et surtout Nzinzi, pour ceux qui savent, c'est une chanson. C'est une chanson de Kester Emenea. Où il fait beaucoup référence en fait à des choses qui sont des choses congolaises. Donc moi j'étais particulièrement content de savoir que elle aime les Congolais. Il y a du lingala, il y a des termes en lingala là-dedans et tout ça. Mais enfin... L'impérialisme congolais. Je recommande. C'est mon expérience personnelle. Avec des bémols, mais elle le recommande pas mal. Moi je dis que vraiment pour tous ceux qui aiment un peu ce genre d'univers là, il faut se lancer. Je dis vraiment que je suis désolée, mais la personne qui a écrit ce résumé n'était pas... Le quatrième de couve était... Il ne faut pas dire que quelqu'un est nul, mais disons que vraiment ça n'a pas été... ça ne reflète absolument pas le génie du livre. Absolument pas. Moi pareil, donc franchement je recommande vraiment, moi c'est un vrai gros coup de cœur, j'ai adoré lire ce livre. Bon, grâce c'est difficile, si elle dit qu'il y a du génie, c'est que... Voilà. Donc voilà, Zoo City de Lauren Bucks, sachant qu'il y a un second Lauren Bucks qui est juste à côté, qui est Moxiland. Voilà, les deux sont pas liés du tout. Hein, il y en a même un troisième. Et il y en a un troisième, mais là qui se passe aux États-Unis et qui est vraiment plus dans une veine américaine pour le coup. Ah oui, et j'ajoute que Zoo City est en post-production, donc le film va sortir en 2015. Cette année. Voilà. Allez-y, avant que le film ne sorte, lisez le livre, il est très très bien.